Le télescope spatial Kepler, dont je vous parle tout le temps puisqu'il découvre des exoplanètes auxquelles il donne son nom, comme Kepler 62e par exemple, eh ben il est tout cassé. Il a un gros problème de roue. Alors vous allez me dire, mais what the fuck, des roues dans l'espace? Mais si, en fait c'est important. Les roues de réaction dans les télescopes spatiaux servent en fait de volant pour se positionner, et le problème c'est que... Quoi? Non mais attendez, là j'en entends qui ricanent, derrière ça va pas du tout. Des roues qui servent de volant, des roues qui servent de volant. Bah ouais, et alors? Et ton volant dans ta voiture, il est en forme de quoi? Hein? Eh ben de roues, voilà. Donc on peut reprendre maintenant, c'est bon. Donc, le problème, c'est que Kepler vient de perdre une deuxième roue sur les 4 qu'il a, et il pouvait fonctionner avec 3, la preuve, il l'a fait jusqu'ici, mais il devient impossible de le positionner selon l'angle voulu vers une cible très précise. Alors on peut le bouger en utilisant du carburant, mais il en a très peu, et les ingénieurs sont pessimistes. Donc en gros, on ne peut plus l'orienter vers une cible précise, et sans cible précise, il ne peut plus obtenir quoi que ce soit d'utilisable comme donnée. C'est donc très embêtant. Et il semble qu'il soit désormais inutilisable, mais voyons le côté positif des choses, il y en a toujours un. On a encore toute une année de données à analyser, donc si ça se trouve, il a découvert une planète parfaitement jumelle de la Terre et on ne le sait pas encore. C'est pas génial la science, hein? Ben si, tiens, voilà, moi je le dis que si. Et j'embêterai la vidéo très intéressante dont je n'utilise que des images par-ci par-là sur mon site, je vous conseille d'aller la regarder, on y apprend beaucoup de choses sur notre cher et feu Kepler. Pour se consoler de la perte de notre découvreur d'exoplanètes préféré, rien de mieux que d'investir dans un télescope spatial citoyen avec ses propres deniers. Le crowdfunding s'étend pour la première fois à la science spatiale citoyenne avec ce projet de Planetary Resources, dont je vous ai déjà parlé puisqu'il s'agit d'une société privée souhaitant se lancer à long terme dans le forage d'astéroïdes. Mais à court terme, ils entendent développer des satellites d'observation pour pouvoir découvrir des astéroïdes, puis identifier ceux qui feraient de bons clients pour être forés. En attendant, ils font un bon coup de com' avec ce télescope spatial crowdfundé nommé Arkid, dans lequel ils ont quand même investi 10 millions de dollars avant d'en demander 1 million à qui voudra bien donner. Et il y a des tas de contreparties selon la somme qu'on leur lègue évidemment. Alors perso, moi je leur filerais 25 dollars et j'aurais droit en échange à une photo de moi prise par un appareil photo au bout d'un bras articulé du satellite avec la Terre en arrière-plan. Pour 200 dollars, on peut prendre une photo de ce qu'on veut dans l'univers, un cratère lunaire, un volcan martien, Uranus, je sais pas moi, une galaxie, une nébuleuse. Pour 1000 dollars, on a droit à un modèle grandeur nature en 3D de l'engin. Pour 5000 dollars, on sponsorise une école qui pourra l'utiliser à des fins éducatives. Et pour 10 000 dollars, un astéroïde découvert grâce à ce télescope portera votre nom. Bref, de 1 à 10 000 dollars, il y en a pour toutes les bourses et toutes les mégalomanies. Et je rappelle que pour savoir combien ça fait en euros, il faut retirer environ 20% à la somme en dollars, en tout cas au cours actuel. Et pour finir, ce télescope spatial pourra surveiller également la zone entre la Terre et le Soleil, contrairement au télescope au sol, ce qui pourrait être utile pour se préparer à la venue de météorites comme celle qui est tombée en Russie il y a quelques semaines, sans faire de victimes heureusement, mais qu'on n'avait pas vu venir. Bref, coup médiatique, mais à des fins éducatives, ludiques, préventives et scientifiques, et quand même, et ça c'est génial. Autre bidule 2.0, et rien à voir avec un télescope spatial crowdfundé, puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo qui est à la fois visuellement splendide, amusant et instructif. Le but des créateurs du jeu, qui sont du MIT si je ne m'abuse, est de familiariser les joueurs avec la relativité en ralentissant progressivement la vitesse de la lumière, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on collectionne ces petites boules, le monde autour se comporte de plus en plus comme si on allait de plus en plus vite. Sachant que selon la vitesse d'une personne par rapport à un autre objet qui bouge, la matière et le temps ne se comportent pas de la même manière quand on atteint un pourcentage avancé de la vitesse de la lumière, ça donne des résultats qu'on a du mal à imaginer, tout simplement parce que nous vivons dans un monde très éloigné de ce genre de vitesse. Il est gratuit, ce jeu, et on peut le télécharger pour Windows, Mac ou Linux, donc vous n'avez rien à perdre à le tester. Les événements de ces 3 dernières semaines maintenant, ou plutôt non, tiens, tout de suite une date à réserver dans son agenda dans le futur, puisque le samedi 8 juin prochain, le festival Paris Science programme 3 documentaires gratuits et en plein air sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. À 21h, du végétal avec Nature invisible, plantes conquérantes, à 22h, de l'animal avec Le règne de l'araignée, et à 23h, peut-être un peu des deux, avec Enquête de vie extraterrestre. Et s'il ne tombe pas des trompes d'eau ce soir-là, alors j'y serai probablement. Autre événement à ajouter dans son agenda, c'est l'exposition 50 ans de la première femme dans l'espace qui se tient à la Cité de l'Espace de Toulouse et qui profite de la date anniversaire du 16 juin, 50e anniversaire du jour où Valentina Tereshkova est devenue la première femme dans l'espace,
pour rendre hommage à toutes ces femmes astronautes, avec un focus tout particulier sur la toute première, donc, et les 10 autres, qui sont chacune pionnières dans quelque chose, donc première femme pilote de navette, première femme commandant, première femme à avoir fait une sortie extravéhiculaire, etc., etc. Et c'est la première femme française dans l'espace, Claudie Aigneret, qui a inauguré cette exposition il y a quelques jours. Si vous êtes du côté de Toulouse, donc profitez-en, petit vénard. Pour rester dans le spatial et dans le féminin, mais pas que, un événement d'importance s'est déroulé il y a quelques jours. L'ouverture d'une antenne française de l'association Women in Aerospace Europe. Alors le but de cet organisme à but non lucratif est de promouvoir et améliorer l'accès des femmes aux professions et aux postes clés de l'aérospatial par le biais de formations, de séminaires ou d'entraide, que ce soit au niveau des sciences, de l'ingénierie, du droit, de la gestion ou de la communication. Bref, tous les métiers en gros liés à l'industrie et à l'exploration spatiale où les femmes sont sous-représentées. Il s'agit aussi de stimuler l'intérêt des jeunes filles pour tous ces métiers, de les aider et de les rassurer si besoin, de s'assurer que les postes de direction soient ouverts aux femmes, et plus généralement de communiquer sur l'importance du spatial dans notre vie quotidienne. Mais attention, il ne s'agit pas d'imposer une parité ou de surpasser le nombre d'hommes à tout prix. Non, ce serait idiot. Et d'ailleurs, Simonetta Di Pippo l'explique très bien. Alors Simonetta Di Pippo, elle est astrophysicienne, c'est l'ancienne directrice des vols habités de l'ESA. Elle est l'actuelle conseillère spéciale auprès du DG de l'ESA et elle est présidente et cofondatrice de Women in Aerospace Europe. Et donc elle dit, je la cite, « Notre objectif est de créer un réseau global et une communauté professionnelle dans laquelle la diversité n'est plus vue comme un aspect qui mérite d'être mentionné, mais qui va de soi. La gestion de la diversité dans le monde devrait s'inspirer de la coopération internationale dans le domaine spatial et devenir un processus autonome. Nous espérons que d'ici 2020, l'Europe donnera l'exemple d'une société nouvelle où cette diversité n'aura pas besoin de règles et de quotas, mais s'imposera de manière naturelle. » C'est pour ça, non, fin de citation. C'est pour ça que l'association est ouverte à tous et on peut devenir membre même si on ne travaille pas dans l'aérospatial, comme moi, ou si on est un homme. D'ailleurs, j'étais invitée à la soirée de lancement de l'antenne française le 24 mai dernier et Jean-François Clairvoy, qui est astronaute français, président de Novespace, la société qui propose des vols touristiques en zéro gravité et que j'avais déjà rencontré. Il était l'un des intervenants de cette soirée et à la fin, il a été fait membre honoraire de l'association. Voilà. Donc comme quoi on peut être un homme et être membre, il n'y a aucun problème, au contraire. Alors cette assoce, elle a un site internet bien entendu, un compte Twitter, une page Facebook, et je mettrai tous ces liens dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog florenceporcel.com, ainsi que le lien où s'inscrire pour devenir membre si vous êtes intéressé. Et je devrais faire un billet à part entière sur ce sujet dans les prochains jours avec une interview de Fiorella Colliolo, la coordinatrice de l'antenne française, que je remercie ici d'avoir pensé à moi pour cette soirée. Autre événement de ces dernières semaines, et c'est là que je me rends compte à quel point je suis en retard, tellement j'ai l'impression que ça fait des siècles que c'est passé. Chris Hadfield, grand habitué de ce podcast, est revenu sur Terre après 5 mois passés dans l'ISS. L'astronaute canadien et ses 2 collègues de l'expédition 35 ont atterri dans une capsule Soyouz qui s'est posée au beau milieu d'une plaine du Kazakhstan. Depuis, il se réhabitue à la pesanteur et à la vie terrestre, ce qui ne semble ne pas avoir été facile au début. Comme l'a annoncé Chris Hadfield lors d'une conférence de presse, mon corps était parfaitement heureux dans l'espace, la réadaptation est difficile, mais mon corps s'habitue. Je n'ai pas eu à tenir ma tête pendant 5 mois, j'ai mal au cou, au corps, je suis étourdie, mais ça va de mieux en mieux. Alors non seulement les astronautes revenant de la Station spatiale internationale doivent se réhabituer à porter leur propre poids, mais il faut aussi qu'ils récupèrent leur densité osseuse, ce qui leur prend environ 1 an, leur masse musculaire, ça c'est une question de semaine, leur forme cardiovasculaire, etc. etc. Et comme ils ne se sont pas assis pendant 5 ou 6 mois, c'est pareil, quand ils s'assoient, ils ont mal au coccyx, faut que leur corps entier se réhabitue. Donc ils sont analysés, scannés, examinés sous toutes les coutures et concernant tous les aspects du corps humain pour avoir le plus de données possible et mieux comprendre comment on réagit à un séjour dans l'espace et dans quelle mesure on récupère. Mais bonne nouvelle pour Chris Hadfield, ça a l'air de se passer plutôt bien. Ses yeux, sa vue n'ont subi aucun changement, ce qui est assez rare pour être signalé. Il a eu de l'empathie pour les premiers pleurs des nouveau-nés quand il a fait cet exercice. Et il fait avancer les recherches de l'ESA avec ce drôle de dispositif. Bref, musculation, cardio, examens médicaux, tests psychomoteurs ou de l'équilibre, tout y passe et Chris Hadfield nous en fait profiter comme au bon vieux temps où il était dans l'ISS. Et vous savez sans doute ce qu'il a fait, juste avant de redescendre. Il a mis en ligne le premier clip tourné dans l'espace sur une reprise de Space Oddity de David Bowie. Ça a évidemment contribué à le faire connaître du grand public, puisque la vidéo a tourné dans les médias du monde entier, mais hélas, le jour où il est rentré sur Terre. Donc tant pis pour tous ceux qui l'ont raté quand il était là-haut, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas faute de vous avoir prévenu.
Mais l'ISS n'est pas vide, Chris Hadfield et ses coéquipiers ont laissé 3 astronautes dedans qui ont été rejoints il y a quelques jours par 3 autres astronautes et ça nous amène à la personnalité de la semaine.